Allez, on est de retour. On évoquait donc ce projet ferroviaire lancé par le Nigeria, un projet ferroviaire de près de 2 milliards de dollars qui va relier donc le Nigeria au Niger par la voie terrestre. Firmin Tekwabo, vous aviez la parole avant la pause. Oui, je disais que la première réussite viendrait de la population du Nord, des habitants de cette localité, parce que ce sont ces habitants-là qu'on a eu à travailler, dont on a déformé la psychologie pendant un certain nombre d'années, ce sont ceux-là ces habitants qu'on avait recrutés pour aller poser des actes terroristes, peut-être sur le territoire nigérien ou peut-être en Tunisie, ou ce sont ces habitants-là qu'on a eu à recruter pour, dans le compte de l'État islamique qui avait existé entre-temps en Syrie et ailleurs. Donc ceux-là sont des gens qui sont des gens vulnérables, qu'on a eu à travailler. Ce sont des gens qui sont aigris, qui sont frustrés, dont on a détruit la psychologie. Des gens à qui on a dit leur peuple, leurs frères du nord, leurs frères du sud et du centre sont leurs ennemis. Donc si le projet là-bas réussit, ceux-là auront nécessairement adhéré. Donc les autorités nigériennes doivent travailler à ce que ceux-là, même ces habitants-là, puissent adhérer pleinement. Ça sera la première sécurité et la première réussite du projet. La deuxième sécurité, c'est au niveau de la sécurité même de l'armée, au niveau des forces de l'ordre, au niveau des forces de défense et de sécurité, la police, la gendarmerie. Il va falloir investir suffisamment dans la sécurité et il va falloir investir suffisamment dans les renseignements et aider à amener la population, comme on le dit ici, que la population... Une sorte de réconciliation, aménation. Oui, réconciliation, aménation. Les... Très bien, coopérer, qu'on amène la population à coopérer lorsqu'on les recrute peut-être, ou il y a une tentative de recrutement qui puisse signaler cela au fort de l'ordre, ou à la gendarmerie, ou à la police, ou à l'armée. Donc c'est en cela que ça peut marcher. La population aura à adhérer pleinement. Deux, investir ou rendre plus performante la gendarmerie, la police, les armées, et aussi revoir la formation à ce niveau de ces forces de défense et de sécurité. La question de la sécurité, comment le Nigeria règle ce problème pour faire en sorte que, parce que c'est le flux commercial qu'on veut intensifier avec le Niger, que cela ne soit pas un handicap à ces ambitions-là? Oui, vous savez, l'un des facteurs les plus évoqués en ce qui concerne le terreau fertile même de ces forces de mal-là a été le fait que les États n'ont pas su donc développer un certain nombre de localités qui ont fait que ces gens-là ont profité donc de cet aspect-là pour donc agrandir leur base. Et ça, au Nigeria, on peut véritablement le constater. Le nord-ouest qui a été donc envahi par le groupe Boko Haram depuis un moment, l'a été compte tenu de ce facteur-là et a trouvé réellement des réponses actives de la population qui ont adhéré à cette idéologie et qu'ils ont embarqué avec eux donc, pour s'aimer dans cette désolation-là. Donc, au même moment, l'État du Nigeria ne peut pas toujours faire la sourde oreille en ce qui concerne dans ces aspects de la chose parce que c'est assez concis et tout le monde est d'accord que pour réellement mener cette lutte-là, il faudrait réellement que les États puissent prendre en compte ces aspects de la chose-là, développer dans des localités. Donc moi, je pense que c'est en réponse donc à tous ces facteurs-là que ce projet-là vient à point nommé. Même si ce projet n'a pas été tracé pour peut-être faire un passage de là où ces groupes-là sont beaucoup plus réactifs. Mais au même moment, on a constaté que c'est la partie... des groupes très mobiles. Hein, ils sont très mobiles, mais au même moment, ils sont très mobiles parce que réellement, donc, devant eux, ils ont des populations qui adhèrent plus facilement. Sont faciles à corrompre également parce qu'ils ont assez de moyens qui leur permettent donc d'arriver donc à ces fins-là. Donc moi je pense que ce projet-là permettrait vraiment donc de pouvoir développer ces axes-là qui partiront donc de ce point-là vers le Niger et permettra à plusieurs d'autres localités également sont ciblées et reconnues par le pouvoir central comme étant des localités qui n'ont pas connu réellement de développement depuis un moment. Donc je pense qu'avec ce projet-là, ça leur permettra de développer d'autres aspects, de pouvoir donc mettre sur place des structures administratives parce qu'il n'y en avait pas. Et donc de donner également de l'emploi donc, à ces jeunes-là qui puissent donc être occupés. Parce que les terroristes ne prennent pas là où réellement les gens sont occupés. Parce qu'un jeune qui est occupé, vous ne venez pas devant lui avec des projets de ce genre-là, il ne vous écoute pas parce qu'il est occupé.
Mais lorsque les gens sont dans l'oisivité, lorsque vous les amenez, ils sont prêts parce qu'ils veulent faire quelque chose. Donc je pense que ces genres de projets sont assez importants et permettront réellement donc de pouvoir développer ces localités-là qui ont été donc répertoriées comme étant des localités qui n'ont pas connu assez de développement depuis un passé récent et de paix. C'est vrai que ces groupes, ces forces de mal-là sont aussi très ingénieux, mais au même moment que vous mettez des dispositifs en place pour leur couper en réalité donc le cordon ombilical de leur vivier, et aussi sont très actifs et essaient donc de dévancer les moyens d'adaptation, essaient même de dévancer des choix politiques qui sont souvent faits concernant dans ces localités-là. Et je pense qu'il appartient maintenant à nos politiques de faire des choix plus réactifs que ce qu'ils font. Parce que, quoi qu'on dise, ils ne sont pas quand même plus nombreux que la population. C'est vrai que le mental a été travaillé à d'autres aspects également, à prendre en compte dans ces aspects-là, dans les aspirations de ces groupes, de ces forces de mal-là. Mais au même moment, je pense qu'il ne faudrait pas toujours se calquer sur des stratégies conventionnelles. Parce que ce sont des gens qui contournent en réalité dans cette stratégie conventionnelle qui sont là. Voilà pourquoi des fois ils arrivent véritablement donc à frapper de plein fouet là où vous les entendez le moins. Donc désormais, je pense qu'avec ces projets-là, cela permettra un peu d'affecter un tout petit peu ces aspects qui sont énumérés comme étant donc des aspects permettant donc à ces groupes armés-là de pouvoir donc frapper et évitera à l'avenir, parce que cela doit s'accompagner réellement donc avec des politiques, et je suis d'accord avec Firmin qui le disait tantôt, parce qu'il faudrait fondamentalement l'adhésion de la population, et l'adhésion ne doit pas être seulement des discours. Il faudrait poser des actes concrets, des actes factuels qui puissent donc permettre aux gens de pouvoir savoir que nous ne sommes plus dans un discours politique, comme ce fut par le passé, parce que la population a compris aujourd'hui, lorsque les politiques doivent rester dans une stratégie déjà connue et que vous venez avec les mêmes stratégies, ce n'est pas sûr que vous puissiez avoir donc des oreilles attentives à ce que vous venez de dire. Donc je pense qu'il faut aller avec le concret. Et l'un de ces concrets-là est ce projet-là, et leur dire que voilà ce que nous planifions pour vous. Et pour le moment, voilà ce que nous vous offrons, et que dorénavant, lorsque vous avez des préoccupations donc, concernant donc, un certain nombre d'aspects, d'abord les introduire, parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de venir donc, les proposer ce qu'il faut, mais quand même les inclure dans les choix, parce que c'est eux qui connaissent. C'est pourquoi, quelque part, je pense que la décentralisation est beaucoup plus avancée lorsque nous prenons le Nigeria avec le découpement, parce que là-bas, nous sommes dans une autre sphère politique. Et je pense qu'il faut introduire, faire avec cette population que de pouvoir donc venir les proposer. Donc, ils estiment que c'est des politiques que vous avez conçues pour venir les proposer. Et là également, il y a souvent des réticences à pouvoir donc accepter ces choix politiques-là. Donc, désormais, il faudrait donc faire avec cette population-là, les inclure dans ces choix-là, parce que c'est eux-mêmes qui savent réellement de quoi il est question, de quels sont les aspects sur lesquels ces djihadistes-là viennent donc se focaliser pour mener donc ces recrutements en leur faveur, etc. Donc, lorsqu'on les inclut dans les choix, je pense que dorénavant, ils seront réellement donc choisis que de pouvoir donc rester dans les bureaux, partir sur des formules déjà connues qui n'ont pas réellement donné assez de fruits que de pouvoir donc faire des planifications qui adhèrent à ce nouveau choix-là. Alors c'est vrai qu'on parle du Nigeria en évoquant la sécurité, mais le Niger non plus n'est pas un pays tranquille. mais vous avez pleinement raison, parce que c'est vrai, le Niger n'est pas un pays tranquille, mais le berceau de Boko Haram, c'est le Nigeria. Oui. Donc, mais le Niger, il y a aussi beaucoup d'attaques terroristes. Oui, bien évidemment. Il y a deux frontières, mais le canon, c'est le berceau en quelque sorte. C'est la source du terrorisme nigérien. Donc vous imaginez, on peut le dire ainsi, mais n'empêche, les autorités nigériennes aussi, bien sûr, j'y suis arrivé, les autorités nigériennes aussi doivent savoir que la sécurité doit être redoublée. Du moment où il y aura un projet qui va engendrer une certaine influence aux côtés des ressources humaines, il y aura assez de gens, il y aura beaucoup d'adhésion. Il va falloir que chaque État, à son niveau, arrive à redoubler d'efforts sur le plan sécuritaire. Le problème ici, aujourd'hui, bien sûr, on a parlé de la CEDEAO, mais je pense nous avons écouté ensemble Force Nassingbe quand il était au Nord, entre-temps, quand il dit la question du terrorisme, c'est une question internationale. Donc, quand on parle de ce projet-là qui relie les deux pays, je pense que c'est toute la région ouest-africaine qui va en profiter, et d'autres pays aussi qui ne sont pas de la région qui vont en profiter. Donc la question sécuritaire, ça ne va plus être normalement seulement du ressort de ces deux pays ou d'un seul pays. Et il va falloir que toute la CEDEAO
CEDEAO s'y mette fondamentalement en réalité. Aujourd'hui, on voudrait avoir un projet de la CEDEAO en termes de lutte contre le terrorisme. Est-ce que ce projet-là existe? Non. Vous imaginez, au niveau de, même quand on parle de la libre circulation des personnes et des biens, en réalité, cela n'existe que sur les papiers. Mais fondamentalement, sur le terrain, cela n'existe presque pas. Vous traversez un peu, par exemple, le Togo, vous rentrez dans le Ghana, c'est tout un cafouillage et tous les problèmes du monde que vous rencontrez là-bas. On vous perçoit, on vous prend de l'argent par-ci, par-là, vous ne pouvez rien faire. Bien sûr, des fois même, on vous demande le passeport, vous montrez le passeport, c'est là, encore... C'est le pire, ça. C'est le pire. Ça devient plus grave. Vous imaginez, sur le plan sécuritaire... Il faut jamais montrer le passeport. Vous avez montré le passeport. Il faut se dire qu'on n'a rien en fait. C'est un passeport CEDEAO. C'est un passeport CEDEAO. Pourtant, c'est un passeport CEDEAO, mais on s'en fiche. Le problème, c'est quoi? On veut simplement vous dire que c'est l'argent dont on a besoin. C'est fini. Donc, sur le plan sécuritaire, sur le plan libre circulation des personnes et des biens, la CEDEAO a toujours montré sa faiblesse et sa fragilité. Ce n'est pas bien. Et sur le plan sécuritaire aujourd'hui, qu'est-ce que la CEDEAO fait? Nous avons entendu, on a tous appris la 34e réunion de l'Union africaine tout récemment, c'était le week-end dernier. Mais quelles ont été les grandes décisions en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme? Rien, ça n'a presque pas existé. Maintenant, si on continue comme ça, on laisse les pays se débrouiller seuls. Après, on fait de grandes réunions, on dépense des millions, des dizaines de millions, et après, on prend un communiqué. Où est-ce que nous sommes en train d'aller fondamentalement? Et après, on fait appel aux Blancs, on fait appel aux Occidentaux, venez nous aider sur le plan sécuritaire. Ça ne peut pas aller comme ça. Par rapport à ce projet, il va falloir que toute la CEDEAO s'y mêle, et nous sommes en début d'année, il va falloir que la CEDEAO réfléchisse fondamentalement sur le plan sécuritaire. D'accord. On va passer. Si vous permettez, oui. On va parlant réellement, donc, si nous prenons, il a évoqué au niveau de l'UA, je pense qu'il y a pas mal de projets. Lorsque vous prenez ce sommet-là, il a acté, parce que vous savez qu'il y a un projet faire taire les armes dans les sous-régions beaucoup plus actives, et il a rajouté donc l'hérité qui est rentré dans la danse. Si vous prenez au niveau de la CEDEAO, il y a bien évidemment des projets sur le terrorisme. C'est à cela même qu'on va voir qu'il y a même des chefs d'état-major rotatifs au niveau même de ce projet-là. C'est vrai qu'il n'y a pas une force d'attente qui a été mise en place pour réellement donc être dans des réponses adaptées à des crises que nous connaissons au niveau de la CEDEAO, estimant réellement qu'il y a dans ces contingents-là qui sont déjà mobilisés. Si vous prenez même au niveau du Nigeria, ce n'est pas le Nigeria seul qui est à l'avant-garde. Il y avait une forte conjointe qui luttait contre Boko Haram, qui réellement n'a pas été tellement active. Mais vous prenez donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a les stratégies au niveau même des échanges de combat, parce qu'aujourd'hui, nous estimons qu'au niveau des forces, nous n'avons pas des forces assez homogènes en termes de professionnalisme. Donc, ces échanges-là, ce projet-là permet réellement d'échanger entre les états-majors pour voir donc les approches les plus adaptées, à pouvoir donner des réponses adaptées à cette crise-là qui sont. Donc il y a véritablement des projets, et ces projets sont Adam, mais il n'y a pas de force en voilà. donc donner dans réponse. Il y a des projets, mais il y a toujours toute une multiplicité de ces attaques-là. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer. On doit rester toujours à l'étape de projet, alors que sur le terrain, on voit la réalité qui se joue. Ce qui fait que nous disons, en réalité, c'est pas que ces projets-là ne donnent pas de fruits, mais justement parce que nous avons en fait, c'est une guerre asymétrique. Et ceux-là aussi sont très réactifs, d'ailleurs même plus réactifs des fois. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas rester toujours statique sur des formules qu'on a connues par le passé qui n'ont pas donné de fruits. Il faudrait réellement aussi prendre en compte les approches actuelles. Non, Adam Adjournou, regardez, est-ce que si les Africains décident aujourd'hui, on ne veut plus d'attaques terroristes sur notre territoire, est-ce que ce sera possible? Regardez, en France... Non, mais ça va au-delà, en France, par exemple, il y a eu, arrivé à un moment donné, sous Hollande, tout ça, il y avait eu des attaques à un moment donné, mais arrivé à un moment donné, les Français ont redoublé des fois, ils ont dit, on n'en veut plus. C'est ce qui a conduit réellement aujourd'hui au niveau même de ces forces Barkhane qui a commencé. C'est justement, ils ont compris que ces attaques-là sont planifiées dans des pays du Sud. Oui. Et c'est ce qui a fait qu'on a mis ces forces-là en entente et en collaboration avec nos forces de l'ordre et de sécurité. Non, mais c'est ce qui mènent ce combat-là. Mais c'est vrai que c'est une guerre asymétrique. Vous n'avez pas en face un ennemi que vous combattez. Que vous combattez, bien sûr. Ce qui fait que c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir avoir une réponse assez adaptée et tout de suite pour donc. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est au niveau des renseignements. Le problème, c'est au niveau de la technique, de la performance. Au niveau de nos renseignements, est-ce que nous avons des moyens pour peut-être déjouer un certain nombre d'attaques? Les Français l'ont fait. Ils ont au-delà parce que on est plus focalisé sur ce qui se perpètre, mais on en déjoue. Mais on ne nous informe pas suffisamment. On ne va pas informer pour paniquer non plus les gens. C'est justement parce que les stratégies ont été beaucoup plus actives
Que ces gens n'ont pas fait. D'accord. Si vous permettez, non, c'est parce que le si vous Togo fait beaucoup d'efforts. Moi, je ne parle pas du Togo parce que le Togo fait beaucoup d'efforts et se montre plus discipliné dans cette aventure. On va aller au prochain sujet, donc c'est le Bénin. Le Bénin où Ibn Chambas est arrivé depuis avant-hier. Il a rencontré donc déjà l'opposition, la société civile à 2 mois de la présidentielle, donc le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest et du Sahel, le Ghanéen Ibn Chambas, conduit donc une mission d'information sur le processus électoral à Cotonou. Le diplomate de l'ONU achève sa mission aujourd'hui même. Il a rencontré hier les institutions qui interviennent dans l'organisation du scrutin et les acteurs politiques de tous bords. Mais l'aspect qui m'intéresse ici, Adam Adjornou, quand je vois un peu ce que dit l'opposition béninoise de la présence d'Ibn Chambas, j'ai envie de dire c'est la même chose qu'on dit de lui ici. Le monsieur, il n'est pas très aimé quand il va pour ses missions de diplomatie préventive. Bon, de toutes les façons, je pense que c'est une évidence partagée par l'opinion, surtout ouest-africaine, puisque vous savez, il y a longtemps que ce monsieur est là et dans ses missions de bon office au niveau des États, d'abord d'ailleurs même mal comprise, dans la mesure où les gens veulent tout de suite avoir une réponse parce qu'ils estiment que l'opinion qui est exprimée, ils sont beaucoup plus du côté de l'opposition. Or, je pense que ces missions sont des missions de routine qui se font à tout moment lorsque, à quelques mois des élections, ces missions arrivent, que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit au niveau du Conseil de l'Entente, que ce soit au niveau de l'UA. Ils font ces missions surtout dans un pays comme le Bénin où les expressions ne s'accordent pas sur, disons, une ligne médiane commune qui permet donc d'avoir des élections. Parce que déjà, lorsque vous voyez des voix qui se soulèvent au niveau même de l'organisation, ça voudrait dire quelque part que ça sent d'être mal parti. Donc je pense que ces missions permettent réellement donc de pouvoir converger les regards sur un certain nombre d'aspects jugés inopportuns en ce moment donné. En temps normal, c'est ce que devait donc profiter l'opposition pour donc dégainer un certain nombre de situations anormales qu'ils constatent. Malheureusement, on a toujours tendance à pouvoir donc rejeter un certain nombre d'aspects constatés lors des élections. C'est le cas par exemple au niveau du Bénin où on estime que le passage de ce représentant de l'ONU dans ce pays-là n'a pas permis en réalité de pouvoir donc prendre en compte, ou du moins le souhait de l'opposition n'a pas été tellement pris en compte dans ces parce que ce que dit par exemple Eric Houndete, qui est un ancien député, il dit nous avons souhaité que sa mission soit fructueuse pour le Bénin, mais par le passé, il est passé ici alors que nous allons aux élections législatives de 2019. Et à la fin, le rapport qu'il a fait n'était pas en faveur du peuple béninois. Non, en fait, vous voyez, c'est l'opposition. Est-ce que Ibn Chambas n'y va pas plutôt pour noyer un peu les aspirations des populations et défendre les Ce n'est pas ça. Parce que quelque part, lorsque nous nous prononçons sur cette question-là, lorsque vous prenez l'opinion dans parce que quand on dit la même chose de vous partout, c'est qu'il y a un problème avec vous. Mais les gens estiment que voilà, c'est l'opposition. Ce que dit l'opposition doit être fondamentalement pris en compte. Or, vous êtes en face de 2 acteurs. Mais vous prenez toujours position pour le pouvoir. Ce n'est pas problème. Non, je pense que c'est ce qui est bon pour la nation qui prend. Et ça, ils partent. En fait, ce n'est pas leur opinion qu'ils expriment. Oui, ils ont quand même des clichés, des facteurs sur lesquels ils se penchent pour prendre un certain nombre de décisions en écoutant réellement dans les 2 partis politiques, les 2 forces en présence, notamment donc l'opposition à la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, je pense qu'il ne va pas aller caresser du côté caresser Patrick Talon. Je pense qu'il y a des préoccupations qui ont été prises en compte par l'opposition et qui va donc discuter avec Patrick Talon et après tout donc prendre un rapport qui puisse permettre donc de rapprocher les 2 positions. Malheureusement, au niveau donc de nos pays, lorsque l'opposition estime que voilà ce qui doit être fait, par exemple, j'ai écouté également lorsque vous prenez Ricky Amadougou qui disait réellement donc de retourner donc à la constitution qui permettait vraiment de ne pas faire valoir au code électoral. Au code électoral qui ne permet pas de pas faire valoir le parrainage, etc. Or, ici, nous sommes dans un environnement politique et ça ne doit pas être une position, ça veut dire que ça ne doit pas être une position fondamentalement exprimée parce que quelque part, le Bénin est un pays souverain et il y a donc des politiques qui s'expriment. Et je pense qu'il y avait donc un dialogue qui a permis réellement d'arriver à ce parrainage-là. Ça peut être diversement apprécié. Mais quelque part, est-ce qu'il appartient à Ibn Chambas ou d'autres acteurs au regard du fait donc de converger ces opinions, de prendre une décision
disons, pas de dire président, de faire routine. Ce n'est pas possible. D'accord. Donc, je pense que l'opposition est dans un mauvais rôle. L'essentiel de pouvoir tirer le bon qui permet donc de converger les Firmin Teko, ces missions d'Ibn Chambas, selon vous, c'est vrai que, par exemple, quand je prends ce que dit le camp du pouvoir, par exemple, Abraham Zizindoré, qui dit que c'est une visite diplomatique électorale qui se fait tout le temps. Après eux, vous verrez l'Union africaine, la CEDEAO, c'est un automatisme, ça fait partie des mécanismes de paix. Finalement, c'est comme une visite de routine. Il ne changera rien dans le fond. Pratiquement rien. C'est une visite de routine. Vous imaginez, les opposants veulent des réponses radicales, alors que les diplomates sont dans la diplomatie. Non, ils vont donner des réponses beaucoup plus diplomatiques, c'est-à-dire qui ne satisferont pas naturellement les opposants. Puisque les opposants sont dans le feu de l'action, donc ils veulent des réponses tout de suite, des réponses immédiates, ce qui n'est pas possible en diplomatie. Donc il y a une chose qui fonde les institutions. En réalité, quand on parle des Nations Unies, quand on parle de la CEDEAO, quand on parle de l'Union africaine, ce qui les fonde, c'est les principes qui les régissent. Et les principes qui les régissent, c'est quoi? Ces principes-là obligent ces institutions à respecter les lois fondamentales qui régissent les pays dans lesquels on les envoie. Vous imaginez, vous êtes diplomate. La deuxième chose, quand vous arrivez dans un pays, vous demandez à savoir, à maîtriser toutes les règles qui régissent le pays. Donc, vous vous accrochez à ces règles-là et c'est sur la base de ces règles-là que vous réagissez. Donc, c'est ce que les opposants ne savent pas pratiquement. Donc, aucun diplomate ne va venir sur un terrain et puis va dire, bon, ce que l'opposition veut là, c'est ça qui est bien. L'opposition, en réalité, n'a aucune légitimité. Celui qui a eu une légitimité, c'est le pouvoir en réalité. C'est le pouvoir qui gouverne, c'est le pouvoir même qui vous a permis d'arriver. C'est le pouvoir qui a donné un OK à votre visite. Si le pouvoir dit on ne veut pas de vous, on ne veut pas de vous. On a chassé des diplomates dans des pays. C'est parce que c'est les pouvoirs qui en ont décidé ainsi. Ici, dans ces cas, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que ces diplomates-là s'accrochent aux règles qui régissent les pays dans lesquels ils sont envoyés ou dans les pays dans lesquels ils sont arrivés. Donc, ils respectent ces pays et ça juste venir voir si les règles sont respectées. Si les règles sont respectées. Dans le fond, si elles sont bonnes ou mauvaises, ça ne les regarde pas. Ça ne les regarde pas, parce qu'ils ne pourront rien changer. Ils vont juste dire, est-ce que celui-là qui est au pouvoir, est-ce qu'il est en train de violer la Constitution? Oui ou non. S'il viole la Constitution, on le rappelle à l'ordre. S'il ne viole pas la Constitution, on dit donc, nous l'appelons à respecter le délai constitutionnel et à permettre une libre expression de toutes les mouvances, de tous les acteurs politiques pour que la démocratie puisse marcher selon les principes ou les directives de la CEDEAO, ainsi de suite, le langage diplomatique. Donc, fondamentalement, c'est ça, c'est les tests, c'est une question de test. Or, les opposants ont des problèmes beaucoup plus sérieux que ça. Et il ne leur appartient pas de s'en mêler. Et quand les diplomates, ils arrivent, est-ce qu'on est dans le délai? Vous avez la dernière élection que vous avez faite, législative, c'était quand? Aujourd'hui, nous sommes à quelle date? La dernière présidentielle que vous avez faite, c'était quand? Nous sommes à quelle date? Aujourd'hui, c'est la présidentielle. Est-ce que ça respecte un délai constitutionnel? Maintenant, quels sont les éléments dont on a besoin, les décisions dont on a besoin? On a besoin d'une CENI, on a besoin d'une cour constitutionnelle. Est-ce qu'on en a? Oui. Est-ce que la CENI a déjà commencé par faire ce travail? Oui. Est-ce qu'il y a eu recensement? Oui. Donc, on se dit que, mais sur le plan principe, sur le plan de la légalité, tout marche. Or, fondamentalement, les opposants, eux, veulent le départ de celui-là qui est au pouvoir. Vous imaginez, ils veulent le départ de celui-là qui est au pouvoir. Ils veulent qu'on révise la Constitution. Ils veulent qu'on réforme la Constitution. Or, le diplomate qui arrive se dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, celui-là, mais le diplomate, non, pas le diplomate, le membre du parti au pouvoir. Le membre du parti au pouvoir. Au Togo, on ne parle pas comme ça. C'est-à-dire, c'est ce que je reproche aux Béninois. Ils sont trop directs. Au Togo, il y a des... On trouve des expressions. Un langage bien châtié. Voilà, exactement. On a un langage bien châtié parce que nous, on est bien fort dedans, quoi. On est bien mieux dans cette affaire-là. Au Togo, on ne parlera jamais d'un certain automatisme. Ça, c'est insulter tout d'abord l'institution onusienne et c'est insulter l'opposition. L'opposition qui est en train d'exposer un certain nombre de revendications. Rekia Madougou, elle dit qu'elle espère de Ibn Chambas que cette fois, il va produire un rapport sans voiler les faits. Alors, finalement, quand on comprend que, j'ai envie de dire, ces missions diplomatiques, c'est plus des missions de routine, c'est peut-être un peu plus des missions d'hypocrisie. Est-ce que les oppositions ont raison de placer leur confiance dans ces missions? En fait, cela s'impose à eux. Ça s'impose à eux parce que lorsque nous prenons aujourd'hui
les voix dissidentes en ce qui concerne vraiment l'approche, disons, conventionnelle qu'il faudrait adopter en parlant même du retour de la Constitution, carrément la clause au niveau même électoral qui n'admettait pas dans le parrainage, etc. Je pense qu'il n'y a pas de dialogue avant même ces présidentielles-là. Donc je pense que ces missions permettent donc à l'opposition de pouvoir exprimer un certain nombre de désarroi qu'ils ont constaté dans le bon déroulement du scrutin et réellement de pouvoir donc les prendre en compte, de pouvoir donc rapprocher les deux positions. Mais en fait, je voulais même, avant même de continuer, ça va m'échapper peut-être, parlant donc de légitimité, je pense que, bon, ce n'est pas le lieu pour faire un cours de philosophie politique, certes, mais je pense que parlant donc de légitimité, lorsque nous prenons les acteurs en présence, il y a quand même les oppositions qui constituent également dans les acteurs légitimes. C'est pour d'ailleurs, mais sinon nous retournons carrément dans la dictature. Parce que s'il faudrait réellement donc laisser le champ, donc dire que voilà, les oppositions ne doivent pas faire, ou quand même non pas, ils sont réellement légitimes. Voilà pourquoi, fondamentalement, ces gens-là viennent pour réellement voir les approches exprimées par l'opposition, pouvoir donc les confronter avec la réalité en présence, pour réellement voir, comme vous le disiez tantôt, en disant, est-ce que la voie légale est respectée? Puisque lorsqu'on change même la Constitution, je pense qu'il y a un consensus qui est dégagé avant même d'arriver. Un président ne se lève pas, pour dire que voilà, aujourd'hui, je veux changer tel point de tel point à tel point. Justement parce que des fois, il y a cette expression populaire qui s'exprime et qui permet donc d'avoir une majorité assez dégagée, qui permet donc de les toucher. Et ça révolte naturellement donc l'opposition. Donc, lorsque nous prenons ces deux aspects-là, je pense que ces missions sont assez importantes dans la mesure où, sinon, elles ne devaient pas donc relever cet aspect de la chose. C'est justement parce qu'il veut que cela soit corrigé. Mais naturellement, elle savait pertinemment qu'à 2 mois des élections, il y a aussi d'autres points qui ne voudraient pas qu'on touche réellement donc à la Constitution. Il le sait très bien. Donc moi, je me dis que ça, c'est un discours assez politique qui est lancé, sachant pertinemment que Ibn Chaban ne pourra rien faire sur ces aspects-là. Donc je pense qu'il faudrait se démarquer de ces questions politiques-là et aller vers les factures. Voilà qui nous amène à la grande pause. Nous revenons après le journal pour continuer.